My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Merci de nous écouter aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver pour un épisode spécial. Avant toute chose, on voulait vous remercier d'être là chaque jour plus nombreux. On est vraiment très heureuse de partager tout ça avec vous. Bonjour Natacha, effectivement, aujourd'hui on vous amène dans un épisode avec un sujet qui a clairement été un tournant dans l'industrie musicale. Vous savez déjà de quoi on va parler. Pour être honnête, depuis qu'on a lancé le podcast, on voulait consacrer un épisode au Taylor's Version et à la bataille de Taylor avec Scooter Braun. Mais en fait, rapidement, on s'est dit qu'on attendrait d'avoir la totalité des Taylor's Version avant de sortir cet épisode. Bon, vu les derniers événements, vous savez que ce n'est pas près d'arriver. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment le beau moment de le faire. Parce qu'en effet, si vous suivez Taylor de près ou de loin, vous savez qu'une grosse annonce a été faite il y a quelques jours, le 30 mai 2025, déclaré désormais jour de l'indépendance chez les Swifties. Mais si vous vivez sous un rocher ou si vous écoutez cet épisode dans 13 ans et que vous découvrez tout juste le nom de Taylor Swift, eh bien on va vous faire un petit résumé. Donc on va reparler de Baby Taylor. Quand elle a eu 16 ans, Taylor a signé un contrat avec Big Machine Records, un petit minuscule label de Nashville dont elle est la première artiste. Donc ce label, il est dirigé par Scott Borchetta qui à l'époque devient vraiment le mentor de Taylor. Fun fact, ils avaient que 13 employés. On en avait déjà parlé dans notre petit épisode sur la piste 13 où elle avait écrit la chanson Change en parlant de cette épopée-là. Et Big Machine Records, avant de créer ce label-là, Scott Borchetta, il bossait pour Universal Music à Nashville. Donc, comme quoi, le karma fait toujours le tour de tout. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, du coup, le contrat avec Big Machine, il porte sur 6 albums et ou 13 ans. Bien sûr, à l'époque, déjà, Taylor était obsessionnelle de ce chiffre. On est sur un contrat qui a eu lieu entre 2006 et 2017. Globalement, tout se passait bien jusqu'à la débâcle avec Kanye West sur 2015-2016. Tout ça, on en a déjà parlé dans notre épisode numéro 10. Donc, si vous ne savez pas de quoi on parle, on vous invite à aller écouter cet épisode. Mais dans ce contrat, même si tout se passait bien, il y avait quand même un gros point qui l'a chagriné, c'est qu'elle n'était pas propriétaire des masters. Alors, les masters, qu'est-ce que c'est, Jamy ? Eh bien, c'est l'enregistrement ultime, c'est-à-dire produit musical final. En fait, c'est l'enregistrement qui est utilisé pour éditer les CD, les vinyles, les streams, bref, c'est vraiment le produit fini. Et ça, Taylor, elle les possédait pas. Elle était auteur, compositeur, interprète de toutes ses chansons et elle touchait à ce titre des droits. Environ 50% des ventes de sa musique revenaient au label, donc à Big Machine Records. Et donc, à la fin de son contrat avec Big Machine, en novembre 2018, Taylor décide de signer un contrat avec un autre label, Universal Music Group, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle peut négocier la propriété de ses masters, qu'elle produira avec eux, et surtout, elle sera beaucoup mieux rémunérée sur sa musique. Ouais, parce qu'en fait, à ce moment-là, Taylor, quand elle est sur la fin de son contrat avec Big Machine et le début de son contrat, en tout cas des négociations de son contrat avec Universal, elle émet manifestement le souhait de racheter les droits sur ses masters, mais d'après elle, les discussions avec Big Machine ont un peu tourné court parce que les conditions proposées par Scott Borchetta étaient, d'après elle, inacceptables. Notamment, en fait, apparemment, il lui proposait de reconduire son contrat pour 6 albums supplémentaires, et pour chaque nouvel album qu'elle faisait, en échange, il lui donnait les masters d'un des 6 premiers albums. Donc c'était en gros un prêté pour un rendu, donner un album pour en regagner un autre, et ça pour elle c'était pas envisageable, donc elle a refusé. Mais chez Big Machine, notamment via la voix de Scott Borchetta, eux ils affirment que Taylor n'a jamais manifesté l'envie de racheter les masters. Bon, nous on croit pas à cette version, mais on préfère vous donner les deux versions de l'histoire qui se confrontent aujourd'hui. Ensuite, en 2019, arrive notre petit copain Scooter Braun, un producteur américain qui est à l'époque très bien connu. Il est notamment le producteur de Justin Bieber ou de Ariana Grande. Et surtout, c'est l'agent musical de Kanye West. Et à travers sa société Ithaca Holdings, il rachète Big Machine Records pour la somme de 330 millions de dollars. Et donc, en faisant cet achat, il devient donc propriétaire des masters de Taylor qui constituent, on va dire, 90% de la valeur de Big Machine Records, puisqu'en fait, c'est la plus grosse artiste du label. Ouais, on a dit, c'était la première artiste de ce label-là, et en fait, on a regardé les autres artistes du label.
C'est des tout petits artistes de country music qui sont vraiment pas du tout connus, qui ont une notoriété uniquement à Nashville. Et en fait, selon Taylor Swift, à ce moment-là, donc en juin 2019, elle dit qu'elle n'est pas prévenue de cette vente, qu'elle l'apprend dans les médias en même temps que la population générale. Et elle déteste l'idée que ce soit Scooter Braun qui soit propriétaire de sa musique parce que il est très proche de Kanye West et elle a plusieurs fois alerté sur son comportement qui, d'après elle, serait agressif, provocateur. Elle l'accuse de l'avoir intimidé pendant des années. Elle dit que c'est son pire cauchemar de voir sa musique détenue par ce mec-là. Si vous vous demandez d'où on tient ces informations, c'est tout simplement un post Tumblr que Taylor Swift avait fait à l'époque, qui est devenu iconique chez les Swifties, dans lequel elle explique toute l'affaire et dans lequel elle rend l'affaire publique. On vous le remettra sur Instagram si ça vous intéresse, si vous le connaissez pas. Mais en tout cas, voilà, dans lequel elle explique que vraiment le fait que ce soit lui qui détienne sa musique, c'est son pire scénario catastrophe, c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Elle le décrit comme un tyran incessant et manipulateur. Elle estime qu'il a participé à la création du clip de Famous, la chanson de Kanye West qui est sortie en 2016. Pareil, on en a déjà assez parlé, je pense que vous savez de quoi on parle. Et elle dit également qu'il serait pas étranger à l'appel téléphonique orchestré par Kim Kardashian. Une fois encore, confère notre épisode dit. En tout cas, elle est vraiment remontée contre ce gars-là. Et elle dénonce aussi dans son post le fait que c'est un problème plus global dans l'industrie musicale, que les artistes n'ont pas le contrôle sur leur travail. On le sait de toute façon, Taylor, elle a l'habitude de parler pour les artistes au sujet des conditions de travail des artistes. À cette époque-là, d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle a pris la parole, notamment pour la rémunération dans les plateformes de streaming. Voilà, on sait que c'est un sujet qui tient à cœur à Taylor et qu'elle va continuer à défendre avec tous les droits qu'elle mérite. Ouais, et du coup, à peu près à ce moment-là, en plus, elle accuse Big Machine de l'empêcher de jouer du coup les chansons de ses 6 premiers albums en public. Elle ne peut pas décider si ces chansons peuvent aller dans des pubs, dans des films, dans des séries, etc. Et je sais plus, il y a eu une performance en live aussi où elle dit qu'ils l'ont empêché de chanter certaines chansons. Je crois que c'était au AMA justement. C'est exactement, ça devait être au AMAs de 2019. Et pareil, pour la sortie du documentaire Miss Americana, ils refusent qu'elle utilise certaines chansons. Bref, du coup, en août 2019, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annonce qu'elle va réenregistrer ses 6 premiers albums pour en détenir le contrôle, puisqu'elle est propriétaire des paroles et de la musique, elle en a droit. Alors c'est un truc un peu compliqué dans le droit américain et dans le droit musical, on n'est clairement pas des expertes, mais le fait qu'elle soit propriétaire des paroles et de la musique lui donne le droit de réenregistrer les chansons. Juste, ce sera des nouveaux masters. Ça n'a jamais été fait en fait. Auparavant, je crois pas en tout cas, il me semble pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait réenregistré un même album comme ça. Donc c'est un petit peu novateur dans l'industrie musicale. Et d'ailleurs, en suivant, les labels et les maisons de disques vont, pour éviter un précédent comme ça, se protéger avec des clauses dans leur contrat pour éviter que les artistes puissent faire ce genre de choses à l'avenir. Ouais, et à côté de ça, par contre, de plus en plus d'artistes négocient le fait d'avoir la propriété de leurs masters dans les contrats. Donc ça fait vraiment un gros coup de tonnerre dans l'industrie musicale. Au-delà de la personne de Taylor Swift, c'est un vrai tournant dans cette industrie-là. Le fait qu'elle ait créé du coup ce qu'on appelle aujourd'hui les Taylor's Version, c'est-à-dire des nouveaux masters avec les mêmes chansons, mais un peu réarrangées, un petit peu différents, et avec des nouvelles chansons qui font que les fans sont incentivés à écouter les nouvelles versions plutôt que les anciennes. Je crois qu'on se souvient tous, pour ceux qui étaient là, de ce fameux tweet de Kelly Clarkson en juillet 2019 où en fait elle lui souffle l'idée de réenregistrer ses albums et où elle lui dit en gros tu pourrais tout refaire et avec un nouveau branding et avec une manière nouvelle d'inciter les fans à venir streamer et acheter ces versions-là plutôt que les anciennes. Et elle dit même dans son tweet moi j'achèterais ces nouvelles versions juste pour prouver que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs après ça Kelly Clarkson a reçu à chaque sortie de Taylor's Version des fleurs de la part de Taylor pour la remercier de lui avoir suggéré ça. Donc girl power clairement. En parallèle, entre août 2019 et janvier 2020, Big Machine va tenter quand même de surfer sur la vague et la fame de Taylor Swift. Ils vont sortir 4000 vinyles de chaque single de l'album Taylor Swift, donc de l'album début, pour fêter les 13 ans de l'album. En avril 2020, ils vont sortir un album live des chansons de Taylor d'une émission de radio en 2008. Elle dit qu'elle n'a pas donné son accord pour ces publications. Les fans ont bien suivi les consignes de Taylor et ces disques ont été très peu vendus aux USA. Et nous, en Europe, on n'en a pas vu la couleur, clairement. Comme souvent d'ailleurs. Et après, du coup, on est à l'automne 2020, à ce moment-là, et Scooter Braun, qu'est-ce qu'il fait? Il revend les masters de Taylor à une société qui s'appelle Shamrock Capital, qui est un fonds d'investissement qui avait initialement été fondé par Roy Disney, le neveu de Walt Disney, mais qui, a priori, n'aurait pas de lien avec la Walt Disney Company. Bon, ça reste le neveu de Walt Disney, donc on se doute qu'il y a un petit lien quand même, mais toujours est-il que capitalistiquement, il n'y a pas de lien entre ces deux sociétés. Et à ce moment-là, Scooter Braun
Brown revend les masters pour 405 millions de dollars, donc lui il fait une énorme plus-value et il trade vraiment le travail de Taylor comme une simple marchandise. Taylor Swift, elle dit à ce moment-là qu'elle a été approchée par Shamrock pour collaborer, mais elle veut pas parce que Scooter Braun continue de toucher des profits de cet accord-là et donc elle veut pas qu'il touche un centime de plus sur son dos. Et d'ailleurs à l'époque, elle déclare que Scooter lui propose une espèce de partenariat, mais à condition qu'elle signe un document dans lequel elle s'engage à ne parler en lui que de façon positive. Ce qu'on appelle en anglais un NDA, Non-Disclosure Agreement, où en fait peuvent parler des choses, mais sur quelque chose qui a été contractuellement fixé. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas sortir d'un cadre qui a été fixé dans le contrat. Et bah ça, Taylor, elle a dit non merci. Non, merci. Ça ira, merci. Et quelques mois plus tard, en avril 2021, elle commence vraiment l'opération Taylor's Version avec la sortie de Fearless Taylor's Version. Et donc à cet album, elle ajoute des chansons qu'on appelle maintenant les Vault Tracks, donc c'est-à-dire les chansons sorties du coffre-fort qui n'avaient pas été sélectionnées à l'époque pour apparaître sur l'album original, mais qu'elle appréciait ou qu'elle avait envie de partager avec le public. Le fameux bon moyen d'inciter les fans à acheter ces versions plutôt que les anciennes, puisque c'est finalement des chansons inédites de Taylor Swift, et ça, c'est tout ce qu'on adore. À l'époque, quand elle se lance dans ce projet, elle sait pas trop si ça va marcher. Bah, vous le savez, hein, les fans sont très investis des causes pour Taylor et autour de Taylor, donc ils la suivent à fond dans cette aventure. Les ventes et les streams explosent la Taylor's Version. À contrario, celle de l'album volé, chute complètement. Exactement. Et du coup, c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, sans précédent dans l'industrie musicale. Ça remet au cœur du débat le droit des artistes à posséder leur travail, puisque finalement, on se rend compte que dans les contrats des labels, l'artiste, c'est celui qui travaille principalement, puisque c'est lui qui crée les chansons, c'est lui qui crée l'art, et pour autant, c'est pas lui qui bénéficie des ventes, et c'est pas lui qui récolte le fruit de son travail. Et donc, finalement, il y a un côté très injuste que Taylor Swift refuse. Alors, évidemment, on peut dire, il y a aussi un aspect financier, etc., mais il y a aussi un aspect moral à la chose. Et donc, le contrat de Taylor Swift avec le nouveau label, Republic Records, qui est donc le label de Universal Music, lui donne par contre la possession de ses masters, de tous les albums qu'elle enregistre avec ce label, c'est-à-dire tous ceux qui sont sortis depuis l'album Lover inclus. On a eu Fearless Taylor's Version, et ensuite on suivit 3 autres Taylor's Version, Red, Speak Now et 1989. Bien sûr, vous l'avez vu depuis à peu près 2 ans maintenant, et sur notre profil Instagram, on était nombreux à clowner sur la sortie de Reputation et de Taylor Swift début Taylor's Version. Et on se disait, quand est-ce que ça va sortir? On a fait plein de théories, on a fait plein de calculs. Alors, nous, on s'est beaucoup amusé en reel avec ça. Hein. Vraiment, ouais. Ça a été une source d'inspiration incroyable pour nous et on peut ne que la remercier Taylor pour ça. Exactement, vraiment, je pense que la moitié de notre feed Instagram, c'est nous qui spéculons sur Reputation Taylor's Version. Donc évidemment, c'était quelque chose qui était très attendu par tous les fans. On en avait déjà parlé d'ailleurs, qu'on attendait cela avec impatience. Et non. Et non, parce que coup de tonnerre, comme on l'a dit, le 30 mai 2025, donc il y a à peu près une quinzaine de jours quand cet épisode sort, on est 6 ans après le premier rachat par Scooter Braun, et Taylor Swift a annoncé sur tous ses réseaux sociaux qu'elle a enfin racheté ses masters, et donc tout ce qui est lié, c'est-à-dire effectivement les masters eux-mêmes, donc les enregistrements, mais aussi les clips vidéo, les photos, tout l'art qui a été fait autour de l'album, bref, tout ce sur quoi elle a travaillé pendant les 15 premières années de sa carrière, et ça y est, ça lui revient enfin. Ça y est, c'est la fête. Ça y est, c'est la fête. Péter le champagne, les cotillons et tout, on fait la chenille tout autour du stade. C'est vraiment le Swiftie Independence Day. Ça y est, elle a tout est à elle possède tout, elle va se faire un max de thunes et tous les enfants chantent dans la rue et tout est beau dans le monde. Plus sérieusement, du coup, dans une lettre qu'elle a publiée sur son site internet, en fait, elle explique voilà, toute la musique que j'ai faite m'appartient désormais. C'est une lettre qui est très émouvante dans laquelle elle remercie les fans pour le soutien qu'ils ont apporté au Taylor's Version, en disant qu'en fait, sans ce soutien-là et sans le succès du coup de l'Eras Tour qui a découlé de ce soutien-là, elle aurait pas pu se permettre de racheter sa musique. Alors évidemment, les chiffres ont été un peu dévoilés, même si ça n'a pas été officialisé. Billboard, ils estiment qu'elle a racheté le catalogue pour à peu près 360 millions de dollars, ce qui semble pas être une grosse plus-value par rapport à la valeur des 300 et quelques millions initialement achetés par Scooter Braun. Ouais, mais ils estiment que dans Billboard, justement, ils estiment que Shamrock, ils auraient empoché environ 100 millions de dollars de revenus pendant les 3 ans où ils ont détenu les masters. Donc ça reste quand même un bon investissement. Ça restait un très bon investissement de toute façon, puisque, comme on l'a dit, les masters, même si la plupart des fans ont soutenu les Taylor's Version, les masters ont
continué à être exploités, ils ont continué à être vendus, ils ont continué à être streamés, et donc ils ont continué à générer des revenus. Mais dans la lettre, Taylor, elle est quand même plutôt reconnaissante pour Shamrock. Elle remercie énormément cette société d'avoir été les premiers à enfin lui donner l'opportunité de posséder son catalogue. Elle dit que les discussions ont été vraiment, se sont faites dans le respect, etc. Elle dit que bien sûr, ils l'ont vu comme un deal de business, mais qu'ils ont senti quand même derrière sa volonté à elle, et en tout cas ce que ça représentait pour elle de faire cette transaction. Et elle dit même dans sa lettre, mon premier tatouage pourrait bien même être un énorme trèfle au milieu de mon front, Shamrock voulant dire trèfle en anglais. On attend de voir ça. Est-ce que maintenant tous les Swifties vont se faire tatouer un trèfle? On attend de voir. Et bien sûr, dans sa lettre, elle parle de Reputation Taylor's Version, puisque c'était effectivement l'album que beaucoup de fans attendaient. Et en fait, elle annonce en toute transparence, je n'en ai enregistré qu'un quart et je bloque sur le reste parce que cet album appartient à un moment de ma vie bien précis, en gros, et elle dit qu'elle n'arrêtait pas de le repousser. Elle dit donc que viendra un moment où elle sortira probablement les Volt Tracks de Reputation. Dont elle avait déjà parlé d'ailleurs dans son interview du Times Personne de l'année, où elle avait dit que les Volt Tracks c'était Fire, donc du feu. Donc on est tous prêts pour écouter ça. Évidemment qu'on est tous prêts pour écouter ça. Mais voilà, elle dit qu'en tout cas, les deux albums, que ce soit Reputation et Taylor Swift Taylor's Version, celui-là par contre, elle dit qu'elle l'a enregistré en entier et qu'elle est très fière et très contente du rendu. Donc elle dit que ces deux albums sortiront peut-être à un moment, si c'est quelque chose que les fans veulent, comme si on n'avait pas dit depuis des années qu'on les voulait. Mais en gros, elle dit que ces sorties ne seront pas du coup à ce moment-là le fruit d'une vengeance et d'une peur, mais ce sera une célébration. Du coup, évidemment, tout le monde suppose que on aura Taylor Swift Taylor's Version l'année prochaine pour les 20 ans de l'album, et peut-être Reputation en 2027 pour les 10 ans de l'album. Ce serait une belle célébration. C'est long, hein? Oui, c'est long. Mais elle va faire d'autres trucs entre deux, t'inquiète. On espère bien. Oui. Alors, j'ai fait le tour des réseaux sociaux et je voudrais juste qu'on parle 2 minutes de la photo qu'elle a utilisée pour son annonce, parce que ça, c'est juste incroyable. La photo qu'elle utilise, donc elle est assise avec les bras sur le côté de la tête penchée, un peu avec un air angélique, et avec donc elle a tous ses albums en vinyle autour d'elle. Et je trouve que ça rappelle très fortement la photo du premier album de Britney Spears, qui s'appelait Britney Spears. Ça peut être un clin d'œil à Britney, qui elle aussi a été bien muselée très jeune par l'industrie musicale et qui n'a jamais vraiment réussi à briser les chaînes de ses abus. Donc je sais pas. Pour moi, Taylor, on a le même âge, on a forcément vécu Britney Spears en même temps. Elle a forcément été impactée très jeune par ce premier album de Britney Spears qui avait été incroyable. Et je sais qu'elle est fan de pop culture. Je sais pas, je me devais de le mentionner aujourd'hui parce que ça peut pas être le fruit du hasard. Ouais, c'est possible. Hein. C'est la photo où elle est à genoux, Britney, sur l'album. Si tu regardes, c'est assez intéressant à voir. Ouais, on pourra mettre les deux photos sur Insta si ça vous intéresse. C'est vrai, j'avais pas du tout pensé, mais j'avoue, moi, Britney, c'est pas, j'écoutais pas Britney, quoi. L'annonce, ça a été un événement sur les réseaux sociaux. Ça a été salué par une grande partie de l'industrie. Il y a de nombreux artistes qui ont liké, partagé le post. On a vu aussi Jack Antonoff qui a réagi en postant une vidéo de lui et Taylor dans la cuisine de Taylor avec Meredith dans les bras. Non, mais franchement, ça c'est trop random. C'est incroyable. Et ils sont tous les deux en train de nous chanter Le Pont de Getaway Car, donc la fameuse chanson qu'ils ont écrite tous les deux, dont on a une vidéo du jour où ils l'ont enregistrée. Et donc, ils recréent un peu. Ils recréent un peu toujours ça. Et c'est intéressant parce que j'ai vu un commentaire et depuis que je l'ai vu, j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Certains disent qu'elle aurait dit That was the last time you ever sold me. Bon, c'est pépite. Bravo Taylor. J'irai réécouter pour voir si je l'entends aussi. Mais maintenant que tu me l'as dit, je vais l'entendre, c'est sûr. Voilà, bon, comme tout le monde, on est très heureux que Taylor ait récupéré la propriété de sa musique. C'est quelque chose qu'elle a toujours dit qu'elle voulait avoir. Je suis d'accord avec elle sur le fait que les artistes qui le souhaitent doivent avoir la possession de leur musique. Pour autant, évidemment, quand il se passe quelque chose, il y a forcément des critiques et c'est normal. Certaines critiques ont dit que les fans ont été utilisés pour le rachat des masters. C'est vrai que dans sa lettre, Taylor, elle le dit clairement, c'est le succès de l'Eras Tour qui lui a permis de faire ce rachat. Je pense que c'est à la fois le succès financier, puisqu'on le sait, l'Eras Tour, ça a été une tournée extrêmement lucrative pour elle, mais aussi le fait que l'Eras Tour, ça a permis d'attirer beaucoup d'attention et ça a replacé Taylor dans une position dominante pour faire une négociation, parce qu'en fait, l'industrie musicale et donc les labels ont bien compris sa puissance et sa force de frappe à ce moment-là, et notamment de l'attente des fans autour des prochains albums qui pouvaient vraiment impacter la sortie d'un album ou pas. Enfin, je comprends les gens qui disent que les fans ont été utilisés, dans le sens où les fans auraient été considérés comme des porte-monnaies ambulants un peu. On a quand même donné notre argent volontairement, tu vois, personne nous a forcé la main. Alors évidemment, il y a tout un tas de techniques marketing qui font qu'on est tombé dans le fait de vouloir absolument tel ou tel blue crewneck, par exemple. N'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a aussi une différence de mentalité. Tu vois, dans la mentalité américaine,
américaine, c'est très différent de la nôtre sur ce sujet, sur le rapport à l'argent. Aux États-Unis, on aime les gens riches. On estime que quand t'es riche, c'est parce que t'as réussi dans la vie et donc tant mieux pour toi. Et en fait, le fait que Taylor Swift, elle ait engrangé assez de cash pour racheter ses masters, et ben en fait, c'est plutôt salué par les fans aux États-Unis. Et je trouve que les critiques qu'on voit à ce sujet, elles sont non américaines. Tu vois? Moi, je peux les comprendre parce que je suis pas dans ce mode de consommation-là. J'achète peu de merch, j'achète un CD quand il sort. Et voilà, on va dire globalement, moi, mon mode de consommation de la musique, c'est les streams et les concerts. Donc, j'attends la prochaine tournée avec plaisir. Je peux comprendre qu'on ait eu cette critique-là. J'irai peut-être au purgatoire des Swifties et j'écouterai Kanye West en boucle pour ça. Mais je peux entendre que on ait dit ça à Taylor. Mais encore une fois, comme tu l'as très bien dit, personne n'a été forcé. Et si vous avez pas envie, si vous pouvez pas, si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de calquer votre mode de consommation sur Taylor Swift par rapport à ce que font les Américains qui ont beaucoup d'argent. Chacun vit Taylor à sa manière. Chacun vit sa foi en Taylor, comme il l'entend. Exactement. Il n'y a pas de texte sacré. Chacun fait bien comme il veut. Et en effet, je pense que ces critiques-là, elles viennent quand même peut-être d'une espèce de jalousie ou d'une espèce de critique permanente qu'il y a de toute façon autour de Taylor Swift et où à chaque fois qu'elle fait un truc, il y a toujours des critiques. Donc c'était obligé qu'il allait y avoir des gens qui allaient se plaindre de ce rachat-là, qui allaient dire que c'était une stratégie, que c'était calculé, que qu'il y avait de la manipulation là-dedans. Enfin, c'est plein de choses qu'on lui reproche tout le temps et c'est fatigant en fait. En ce qui concerne Rep, pour ma part, je m'attendais pas à une grosse avancée sur cet album. Je le trouvais déjà très très bon parce qu'il y a moins ce côté amélioration de sa voix et il est assez récent. Hein. Concrètement, en 2017, sa voix, elle n'a pas autant changé que par rapport à Fearless ou à Speak Now. Par contre, évidemment, comme tout le monde, j'attendais les Voltracks avec impatience. Je pense qu'on peut les mettre sur notre liste au Père Noël. Qu'est-ce que t'en penses, Maureen? Évidemment. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de nos abonnés ou de copines qui savent mon amour pour cet album. En même temps, c'est pas comme si je m'en cachais. Tu l'as pas dit encore? Que Reputation est le meilleur album? Ouais. Ça devient tellement évident à ce stade. Je sais pas s'il faut que je le dise encore. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me demandaient alors, t'es pas trop déçu de pas avoir Reputation Taylor's Version? Et en fait, j'ai pas trop compris cette question parce que, c'était très sympa de me poser la question, mais j'ai déjà Reputation, tu vois. Et comme tu l'as dit, il y a pas, pour moi, il y aurait pas eu une grosse amélioration de sa voix entre les deux. Autant je comprends la grosse différence entre un Fearless original et un Fearless Taylor's Version parce que sa voix n'est pas du tout la même. Mais Reputation, j'estime que la voix aurait probablement pas été si différente. Et moi, je suis nulle pour deviner premier riff de guitare, est-ce que c'est Taylor's Version ou pas. Franchement, j'avoue, là-dessus, j'ai pas d'oreille, je ne sais pas. Donc franchement, je pense pas qu'il y aurait une très grosse différence musicalement. Évidemment que j'ai envie d'avoir les Voltracks parce que j'ai toujours envie d'avoir des nouvelles chansons de Taylor Swift de manière générale. Et parce que comme on l'a dit, je pense que les Voltracks de Reputation pourraient nous aider à comprendre plein d'autres trucs, notamment TTPD. C'est possible. Pour moi, Reputation, c'est la clé de TTPD, clairement. Donc oui, j'ai envie d'avoir ces chansons-là, mais j'ai pas besoin d'avoir Reputation Taylor's Version pour apprécier Reputation. Je suis un rikiki déçu de pas avoir début Taylor's Version. Peut-être qu'on l'aura, mais du coup, je me dis, il faut encore attendre 2 ans. En fait, je l'attendais vraiment pour pouvoir découvrir l'album. Et du coup, maintenant, je vais le découvrir, mais je sais qu'il va y avoir une version un peu plus quali en termes de voix qui va arriver. Donc, je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'achète l'album maintenant? Est-ce qu'il faut que j'attende la sortie des Taylor's Version? C'est comme Reputation, finalement, je l'avais pas acheté. Est-ce que j'attends? Parce qu'elle va forcément le rééditer un jour ou un autre quand elle va sortir les Voltracks. On la connaît. Est-ce que j'achète Reputation maintenant? Est-ce que j'attends qu'elle sorte les Voltracks pour faire le couplet total? Je sais pas trop. Écoutez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir m'éclairer. Je sais pas. En fait, je sais pas si elle va les rééditer. Par exemple, tu vois, sur les CD, sur le CD Reputation ou sur le CD Taylor Swift, sur la tranche Big Machine Records, c'est écrit dessus. Donc, est-ce qu'elle va les rééditer avec Republic Records, le label d'Universal sous lequel elle est aujourd'hui, et ce sera juste les mêmes, mais juste réédité sous la coupe Universal? J'en sais rien. Vu la demande qu'il va y avoir, à mon avis, il y a moyen. Ouais, c'est possible. C'est un manque à gagner évident. Va falloir qu'elle rentabilise son investissement, hein. Voilà. Moi, pour le premier album, je suis assez partagée. Il y a une part de moi qui est un peu forcément déçue, mais parce que il y avait ce côté l'attente des Taylor's Version, c'était un peu l'attente du Père Noël, et donc on avait envie d'avoir les Voltracks, etc. Moi, il y a plein de chansons, tout début de la carrière de Taylor Swift, que j'adore, que je ne peux écouter que dans des versions illégales, téléchargées en 2007 sur LimeWire en mettant 42 virus sur l'ordinateur de mes parents. Et en même temps, j'aime tellement cette version originale avec sa voix de bébé que je pense que j'aurais peut-être été infidèle à la Taylor's Version, j'en sais rien. Franchement, il y a une partie de moi qui est déçue dans le sens où c'est cool d'avoir les Taylor's Version et parce que j'aimais ce combat qu'elle menait avec ça, etc. Maintenant que le combat est gagné une bonne fois pour toutes, les Taylor's Version n'ont en fait plus vraiment de raison d'exister. Et de toute façon, pour moi, ce premier album, c'est sa voix de bébé, c'est son
espèce de faux accent du Tennessee complètement pété, c'est le fait que sur certaines chansons, elle chante à peine juste. Et oui, c'est peut-être dégueulasse à écouter, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment la nostalgie de quand j'ai découvert Taylor. Et voilà. Et du coup, j'ai un peu un soft spot pour cet album, même s'il est loin d'être parfait. En continuant mes petites recherches sur Internet, des réactions sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ce commentaire qui m'a beaucoup fait rire et je voulais le partager avec vous parce que je peux pas m'empêcher de me demander si c'est pas fait exprès. Rappelez-vous, dans Guilty as Sin, elle dit What if I roll the stone away, they're gonna crucify me anyway. Donc, si je fais rouler ma pierre, donc ça c'est une référence à la mythologie, ils vont me crucifier quoi que je fasse de toute façon. Et on sait que notre petit Taylor adore faire ces petites références religieuses. Et devinez qui a disparu pendant des mois et qu'on n'a pas vu et qui nous fait sa première apparition paparazzi walk en petite robe à fleurs qui ressemblait d'ailleurs grandement au piano des Surprise Songs avec une ceinture qui s'appelait Phoenix. Tout ça le jeudi de l'Ascension qui est la montée de Jésus vers le ciel pour nous annoncer le lendemain la possession de ses masters. Pour moi, c'est du génie. Bravo Taylor Swift, bravo. De toute façon, c'est clair, on le sait que le choix de ses vêtements, il est toujours très calculé, que même le nom de ses vêtements, puisqu'elle sait que de toute façon, on va l'analyser, donc elle en joue, c'est clair. Donc évidemment que c'est un génie là-dessus. Donc, à quand un épisode sur les références religieuses, peut-être? Quand tu veux. Ok. Question se pose. Est-ce que maintenant qu'on a les masters, est-ce qu'on aurait aimé vivre sans ce projet? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait voulu que Taylor puisse racheter ses masters dès le départ? Ou est-ce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aurait pu faire sans? En parlant toutes les deux, on s'est rendu compte que c'est quand même un événement qui a eu un impact très important sur la musique de Taylor. Réenregistrer ses chansons avec une voix plus mature une décennie plus tard, ça a eu un aspect positif sur sa musique, ça c'est indéniable. Et puis moi, par exemple, je préfère largement les Taylor's version aux versions originales parce que j'aime cette voix de meilleure qualité. Voilà, ça c'est dit. Et comme j'ai pas d'affect particulier lié à ces albums parce que, pour rappel, je suis une Swiftie assez récente, ça ne me gêne pas d'écouter les Taylor's version. Maintenant, toi, Honorine, est-ce que tu as des versions originales que tu préfères, que tu t'es dit, j'ai entendu la version Taylor, c'était pas ouf? Alors, quand l'annonce a été faite des Masters, j'ai sauté sur Better Than Revenge. Parce que C'est pour les paroles. Dieu sait que je suis une féministe, mais la version sexiste me bute. Genre, c'est vraiment la meilleure version. Parce que c'est cette version un peu rage adolescente. Donc voilà. Je vois plein de fans qui disent qu'ils préféraient nettement, notamment 1989 original à 1989 Taylor's version. Moi, comme je l'ai dit, vraiment, j'ai pas d'oreille. Donc franchement, moi, dans un bar, quand il passe une chanson, je sais pas dire à la seconde près est-ce que c'est Taylor's version ou pas. Voilà, je l'admets. Mais oui, moi, sur les premiers albums, en fait, notamment sur Fearless et Speak Now, bah, j'avais un attachement en fait aux versions originales, surtout sur Fearless, qui est un album que j'ai beaucoup écouté quand j'étais ado et où ouais, j'aimais bien sa voix plus jeune, quoi. Après, bah, on a eu les Voltracks. Sans ce projet-là, on n'aurait pas eu les Voltracks. Et rappelons-le, elles sont quand même de grande qualité. Je pense évidemment à la reine des reines des Voltracks. All Too Well 10-minute version. Voilà. Qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas eu tout ce problème autour des masters. C'est clair. Et Rien que pour ça, ça valait le coup. Ouais, je pense. Et puis, toute cette histoire, ça a été une source d'inspiration pour Taylor qui a écrit de nombreuses chansons dans sa discographie. On a essayé d'en noter, et je suis sûre qu'on en a oublié, hein, donc nous en voulez pas, mais It's Time to Go, My Tears Ricochet, Cassandra, Mad Woman, Karma, Vigilante Shit, You're on Your Own Kid, Look What You Made Me Do, Bejeweled, le clip de The Man où on voit If Lost, Return to Taylor Swift. Même si on aurait aimé que ce soit un chemin sans encombre pour Taylor, qu'elle vive dans sa meilleure des vies, bah en fait, tout ça, mine de rien, ça a renforcé qui elle était et ça lui a permis de nourrir son art. Ouais, et puis en fait, ça ne fait que valider ce qu'elle dit depuis des années, c'est-à-dire que le karma existe et que le karma fait son job à un moment donné. Donc, est-ce qu'on aurait aimé que Taylor ait la possibilité en 2018, au moment de la fin de son contrat avec Big Machine, de racheter ses masters dans la paix et dans l'amour? Bah oui, sûrement, mais c'est que ça devait pas être fait comme ça devait pas se passer comme ça, et il a fallu que ça se passe de cette manière-là, et qu'elle fasse ce projet-là, qu'elle mette un énorme coup de pied dans l'industrie musicale, et qu'elle se les réapproprie aujourd'hui, et voilà, et maintenant la boucle est bouclée, et je trouve que c'est très bien comme ça. C'est super. En tout cas, les streams pour les albums Reputation, ils ont explosé, presque 10 millions de streams en une journée. Non mais les gars. Et moi, j'étais à peu près la moitié. 8 ans après sa sortie, c'est vraiment incroyable. Et début, il a fait sa meilleure journée puisqu'il a fait un bond de 220%. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui, comme moi, attendaient Taylor Swift, Taylor's version, qui l'avaient mis sur le côté, qui se sont dit, bon allez, maintenant, je peux y aller, c'est parti. J'ai vu des fans qui disaient que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas écouté Reputation. Bah, Et c'est pas en fait, grave. Écoutez, si vous avez envie de les écouter, enfin,
c'est pas grave, elle touche quand même de l'argent dessus. Hein. Elle a quand même touché une Ouais, partie. c'est ça. Tout le temps que les Masters lui appartenaient pas, Taylor touchait quand même une partie des droits dessus. Alors certes, une autre partie des droits était touchée par Scooter Braun, mais n'empêche que Taylor n'a pas non plus touché 0 €, en tout cas 0 $ sur les Masters tant qu'ils ne lui appartenaient pas. Et puis en fait, il y avait toujours possibilité d'acheter l'album en physique, de se dire je l'achète neuf une bonne fois pour toutes. Oui, je donne 13 € ou 14 € à Scooter Braun. Ou bien, si on voulait vraiment pousser le truc jusqu'au bout, bah, vous pouviez l'acheter de seconde main et donc ne pas donner d'argent à Scooter Braun et quand même écouter Reputation pendant cette période. Enfin, moi, j'aurais pas pu ne pas écouter Reputation pendant des années. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on s'attend à quoi? Bah, on a quand même eu pas mal d'easter eggs pour un 12e album. On a, dans sa lettre, Taylor, elle a écrit un D avec 12 I. Ça peut pas être une coïncidence, on est d'accord? 2 fois, elle est sortie avec des boucles d'oreilles qui avaient 12 pierres. Une fois aux Grammys et une fois là, très récemment, dans le soir où elle est sortie dîner avec Selena Gomez. On a plein... Enfin, moi, je repense aussi, tu sais, au logo sur la lettre. Tout en haut, il y a le logo TS avec une espèce d'encadrement un peu art déco, un peu Gatsby magnifique. Il fait 2 espèces de diamants. Et moi, ça m'a rappelé le shooting qu'elle avait fait pour l'album Midnights, où il y a un moment, elle est genre assise par terre, avec des vinyles par terre d'ailleurs. Et il y a un vinyle sur lequel, sur la pochette, il y a un gros diamant dessus. Si on regarde la communication de Taylor Nation, donc Taylor Nation, c'est le compte sur les réseaux sociaux de l'équipe de Taylor. Et c'est eux qui spamment un petit peu. Et souvent, eux aussi, ils nous donnent 2-3 directions à regarder. Ils aiment bien se moquer de nous aussi, hein, ils le savent. Énormément. Mais plus ça va et plus on les voit communiquer autour de Taylor Princess et plus du tout autour de Taylor Chairman of the Department pour TTPD. On a énormément d'étoiles dans leur communication. On en a déjà parlé dans un de nos épisodes. Moi, je trouve que c'est suspect. Hein. Disons-le clairement, il se passe des choses. Ah, mais il se passe des choses. Rappelle-toi aussi quand il y a eu la sortie du dernier album de Selena Gomez, Taylor Swift avait fait une story, alors que ça faisait des semaines qu'on n'avait pas de nouvelles d'elle, et elle a fait une story pour la sortie de l'album, et je sais plus quel était le mot qu'elle a My God. Mis. My God, et elle avait mis genre 12 O. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc c'est sûr qu'il y a un truc qui se trame, c'est sûr qu'il y a un truc qui arrive. De toute façon, on le sait, Taylor, à partir du moment où elle sort un album, elle a déjà commencé à travailler sur la suite, elle s'arrête jamais de travailler, on l'a déjà dit. Donc oui, il y a quelque chose qui arrive. Et finalement, j'ai l'impression que ça a rebattu complètement les cartes du clowning et que maintenant, on sait pas trop pourquoi on clown, mais on clown quand même. Et je trouve ça assez excitant. Et je trouve ça assez chouette de se dire qu'on est en train de vivre ça, parce que c'est quand même un gros tournant dans l'industrie musicale et dans la carrière de Taylor Swift, et on est là pour le voir. Alors quand, ça c'est une question qui revient beaucoup, quand est-ce que, on n'en sait rien, hein, pour l'instant toujours pas de boule de cristal chez nous. En revanche, ce que je peux dire, sans prendre de risques, vraiment genre je fais juste que citer des faits, la période d'éligibilité pour les Grammys c'est jusqu'au 30 août. Donc ce qui va faire un peu une charnière, soit elle se dit je vais tenter les Grammys de cette année et donc je vais sortir quelque chose avant le 30 août, soit on prend le prochain train et on part pour l'année prochaine. Sachant que il faut que ce soit sorti avant le 30 août, il faut que ce soit annoncé à peu près 8 semaines avant. Donc ça va venir vite. Voilà. Donc soit il y a un truc pendant l'été, soit il y a rien du tout, quoi. Le pire scénario pour nous, ce serait qu'elle annonce un truc entre le moment où on enregistre ce podcast et le moment où on le sort. Et là, alors là, et donc l'épisode du 13 juin 2025, nous l'enregistrons une dizaine de jours avant. Donc s'il se passe un truc, on n'est pas responsable, d'accord? Voilà, ne nous en voulez pas. Alors j'ai vu aussi, il y a quelqu'un sur Insta qu'on suit qui s'appelle Pop Raphaël qui fait du décodage de pop musique et il a soumis cette idée que je trouve assez intéressante. Est-ce que Taylor, elle ouvrirait pas son propre label pour créer une sorte de legacy dans le futur et d'encourager les nouveaux artistes à signer et à faire de la musique? Ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup et je pense que ça pourrait venir dans sa tête. Donc ça, j'y crois un peu. J'y crois assez aussi. Et zéro preuve, à part juste j'y croirais sur papier. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, ce serait assez chouette. Ed Sheeran le fait d'ailleurs. Ed Sheeran a son propre label, donc peut-être qu'elle va s'inspirer de son copain Ed Sheeran. Ouais, je crois assez à cette théorie. Trouver l'analyse d'ailleurs de ce Pop Raphaël sur Insta assez pertinente. Moi, ça me hyperait bien de découvrir les petits artistes sous l'aile de Taylor Swift. Ça serait assez chouette. Et puis, bah, je m'attends forcément, si pas d'album, je m'attends à ce qu'elle repousse du merch dans les prochaines semaines. Vraiment, je serais pas surprise qu'on pousse soit du merch, soit des vinyles, soit des trucs dans les prochaines semaines. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Bon, bah, accrochez-vous à vos porte-monnaies. Mais ne vous sentez pas obligé, encore une fois. Voilà. Faites-le si vous avez envie, si vous pouvez. Pas d'obligation, vous n'irez pas au purgatoire
obligatoire, ou alors vous serez avec moi et on fera des chenilles. Non, mais oui, on l'a vraiment assez répété, mais on le dit encore une fois, on mesure pas la qualité d'un fan collection de merch qu'il possède. Donc, ne vous sentez pas obligé. Si un truc vous fait de l'œil, si un truc vous fait envie, tant mieux. Si c'est pas le cas, parce qu'il faut bien le dire, parfois le merch de Taylor est moche, Mm. eh bien, n'y allez pas, juste pour y aller, ça n'a pas de sens. Faites bien comme vous voulez. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet épisode qu'on avait beaucoup décalé. Et J'étais trop contente de faire cet épisode avec toi. Ouais, ça fait plaisir. Dites-nous si vous avez vu d'autres choses. Merci encore d'être là. Qu'est-ce que tu écoutes du coup en boucle en ce moment? Oh, très bonne question. Alors, évidemment, j'écoute Reputation, mais c'est trop facile. Non, écoute, j'ai découvert une chanson qui s'appelle I Got a New One par Elizabeth Nichols. Ok. C'est un peu country, esprit Dolly Parton, un peu. Mhm. Je l'ai découvert parce qu'il y a eu une cover de fête par Kelly Clarkson, et donc je l'ai vue un peu par hasard sur Instagram. Et c'est une chanson dans laquelle elle explique que c'est une nana qui enchaîne 2-3 mecs parce que les mecs sont pas bien avec elle. Et donc à un moment, à chaque fois, le mec lui dit c'est moi ou tel truc, et elle dit bon bah ciao, et Salut, I got a new one. Et je la trouve assez fraîche cette chanson, je sais pas, je trouve que c'est bonne vibe. Ok, j'écouterai ça. Et toi? J'écoute, il y a Ariana Grande. Je suis pas fan à la base, mais son dernier album était vraiment très bon, qui était en grande collaboration avec Max Martin. J'avais cette discussion avec toi il y a très peu de temps, hein, parce qu'on en a parlé encore aujourd'hui. C'est vrai. Il nous faut, enfin moi je suis désolée, je rêve, j'appelle de mes vœux que Taylor recollabore avec Max Martin et Shellback. Autant sur 1989 que sur Reputation, c'est vraiment un travail de fou qu'ils ont fait ensemble. C'est que des bangers, quoi. On enchaîne l'un avec l'autre et j'ai envie de ça, j'ai envie d'un album de bangers. Après Titi Pidi, je pense qu'on a suffisamment fait dans l'introspection. J'ai envie d'un truc léger et facile. C'est vrai. Donc, bref, je fais une digression. J'écoute donc Twilight Zone, qui est sur la réédition du dernier album d'Ariana Grande, Eternal Sunshine, je ne sais plus quoi. Très bonne chanson. Vraiment, ça pareil, ça s'écoute en boucle. C'est parfait pour l'été. Parfait. Eh bien, allons dans l'été avec ça. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Taylor Swift. À bientôt, salut. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.